culture au fanatisme, qui fera que jusqu'au XVe siècle, dans les villes reprises par les princes catholiques, on continuera de convoquer les talents et les savoirs arabes détenus par des juifs, aussi bien que par des musulmans. D'où le sentiment de tragique amputation que ressentira l'Espagne à la fin du XVe siècle, lorsque le vainqueur catholique décidera que l'espagnol ne peut plus être que chrétien. Notre nostalgie en Espagne est d'un ordre plus moral et plus éthique. C'est-à-dire, les plus nostalgiques parmi nous sont des gens qui se rendent compte à quel point nous avons été tronqués de deux parties essentielles de notre culture. C'est-à-dire, est espagnol un juif, un musulman et un chrétien. Or, nous ne sommes restés que des chrétiens. Où sont, ou pour paraphraser Villon, mais où sont nos juifs et nos musulmans d'antan? Et là, il y a une terrible nostalgie. En mathématiques et en astronomie, les Arabes ne sont pas partis de rien. Ils sont partis de là où étaient arrivés les savants grecs. Le premier point de départ et le plus important, c'est la Grande Grèce. La Grande Grèce, c'est toute la région qui était hellénisée depuis au moins le 3e ou le 4e siècle avant notre ère. Et donc, il y avait toutes les sources scientifiques laissées par les savants hellénistiques qui ont cultivé aussi bien les mathématiques que l'astronomie, que la médecine, que la philosophie, que le reste. Le deuxième point de départ, c'était du côté perse. Là aussi, il y avait des sources en astronomie, un petit peu en mathématiques, et un peu plus tard, des sources sanskrites. Donc, on avait la Grèce, l'ancien Perse, le sanskrit et le syriaque, de sorte que ce qui est important, ce n'est pas simplement la multiplicité des sources, ce qui est important, que c'est pour la première fois dans l'histoire, ces sources vont être traduites en arabe et vont être groupées dans une même langue. Et toutes ces sources vont être maintenant lues et étudiées en arabe, ce qui crée la première, pour ainsi dire, bibliothèque internationale au sens du monde de l'époque. Le deuxième élément important, qu'il y a des chapitres qui n'ont aucun rapport avec les mathématiques grecques ou avec la science grecque. La notation des nombres n'est pas d'origine grecque. Les 10 chiffres de 0 à 9, appelés en Europe chiffres arabes, nous permettent d'écrire n'importe quel nombre avec une simplicité et une rigueur accessibles à tous. C'est aux Arabes que l'Europe doit d'avoir pris connaissance il y a près de 1000 ans de ce formidable outil qui a trouvé sa forme achevée en Inde dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Bien sûr, on savait exprimer et écrire les nombres bien avant cette époque. Un signe pour les unités, entailles, tirets ou lettres de l'alphabet, un signe pour les dizaines, un signe pour les centaines et parfois les milliers. Mais tous ces systèmes avaient une ambiguïté fondamentale. La position des chiffres n'avait qu'une importance relative, et de plus, dans certains cas, comme la numérotation romaine,
Rien n'interdisait d'écrire en principe un nombre, par exemple 14, sous différentes formes. Pour les très grands nombres, les calculs devenaient alors inextricables. La numération décimale indo-arabe possède sur tous ces systèmes un avantage décisif. La position du chiffre dans le nombre donne une information essentielle. Dans le nombre 1958, la seule position du chiffre nous fait savoir que le 1 désigne les milliers, le 9 les centaines, le 5 les dizaines et le 8 les unités. Un rang est-il absent? L'écriture nous en signale le silence avec le 0. À lui seul, ce mot 0 est une page d'histoire. Les Indiens l'appelaient en sanskrit vide, sunya. Les Arabes ont choisi le mot arabe signifiant vide, sifr, pour le désigner. De là, le mot a voyagé dans les langues d'Europe. Sifr, sifra, chiffre. Mais aussi sifr, zéphirum, zévéro, zéro. Le calcul indien, comme l'appelaient eux-mêmes les Arabes, a fait son apparition en Europe au XIIe siècle, à travers un texte latin issu d'un livre composé en arabe 3 siècles plus tôt à Bagdad. Son auteur, Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi, a vu son nom propre donner naissance à un nom commun, l'algorithme. Procédure de calcul qui va avoir une efficacité foudroyante par rapport aux anciennes méthodes à base de boulier et d'abac. Le mot algorithme n'est autre que la forme francisée du mot latin algorithmus, lequel, à son tour, est la forme latinisée de al-Khawarizmi. Cet immense savant travaillait avec bien d'autres auprès du calife Al-Ma'amoum, au IXe siècle à Bagdad. Il a constitué l'algèbre en science. Et le mot algèbre nous vient aussi du titre arabe de son ouvrage consacré aux équations, Kitab al-Jabr wal-Muqabala. À quel souci répondait cet ouvrage? Certes, Al-Khawarizmi entendait aider ses contemporains dans leurs échanges commerciaux, leurs mesures d'arpentage ou leurs problèmes d'héritage. En cela, il n'était pas le premier. Le progrès accompli réside dans le caractère général et systématique des règles que dégage Al-Khawarizmi. Par exemple, on disposait de procédures assez simples permettant de répondre à la question suivante. J'ajoute à la surface d'un champ carré 10 fois le côté de ce champ et je trouve 39 unités de monnaie. Quelle est la superficie de ce champ et la longueur de son côté? Grâce à Al-Khawarizmi, nous écrivons aujourd'hui le problème sous la forme de l'équation générale x au carré plus 10x égale 39. X est la chose inconnue, x au carré en est la deuxième puissance, c'est-à-dire la nouvelle surface du champ. C'est une équation qui resservira pour tous les problèmes du même type. Al-Khawarizmi la résout en raisonnant géométriquement sur des surfaces. Et nous pouvons justifier pleinement les règles de calcul qui nous conduisent à la solution, dans notre cas, x égale 3. Cette nouvelle démarche, c'est l'algèbre en train de naître. Elle est inventée par Al-Khawarizmi. Mais ce qui est nouveau pour Khawarizmi, c'est deux choses. L'un, c'est de concevoir une théorie générale des équations. Il ne s'agit pas de résoudre cette équation ou de cette équation. Non, il s'agit d'avoir toutes les classes d'une équation, enfin, tout un type d'équation et résoudre les types. Quel était le résultat? Le résultat, que pour la première fois dans l'histoire, nous avons une discipline qui traite des objets généraux, des objets qui peuvent être aussi bien géométriques qu'arithmétiques. Or, ceci a offert aux mathématiques, à l'ensemble des mathématiques, des possibilités qui n'ont jamais existé auparavant. Aussitôt élaborée, l'algèbre sera réinvestie dans d'autres domaines mathématiques, comme l'arithmétique ou la géométrie, contribuant à résoudre les problèmes jusque-là difficiles et inaugurant à partir de là de nouveaux territoires théoriques. Dans la chaîne des maîtres, dont beaucoup restent encore pour nous simplement des noms, car on n'a pas retrouvé leurs œuvres, il nous faut citer l'un des plus grands, Ibn al-Haytham. Celui qu'on surnommera le second Ptolémée est né à Bassora et fut actif dans la première moitié du XIe siècle. Mathématicien, physicien, astronome, il jouit d'une réputation universelle. Sous son nom latinisé, Al-Hazen, il sera célèbre chez les savants médiévaux, grâce aux versions latines de ses œuvres, en particulier son monumental ouvrage d'optique. Si Al-Khawarizmi est un début, Ibn al-Haytham est d'une certaine manière un achèvement dans l'ensemble des choses. Ibn al-Haytham, chaque fois qu'il touchait quelque chose,
il accomplissait une révolution. Je prends l'exemple de l'optique. C'est le premier qui refuse la tradition hellénistique de l'optique comme une théorie de la lumière, de la propagation et de la diffusion de la lumière, et une théorie de la vision. Ces deux branches étaient confondues dans l'optique grecque. Donc lui, il sépare. L'acte de séparation concret est simple. C'est que la lumière ne sort plus de l'œil pour éclairer les objets. Non, la lumière vient de l'extérieur, n'est-ce pas, dans l'œil. Or, cette séparation a été accomplie grâce à des choses. La première, que désormais, en optique, quelle que soit la branche, il faut que ça soit géométrisé. Deuxièmement, en optique, il y a une preuve, l'expérimentation est une preuve nécessaire qu'il faut accomplir quand on travaille en optique. Étudier les miroirs ardents, c'est les concevoir et les fabriquer afin de faire converger les rayons du soleil en un point donné. Selon une légende tenace, Archimède aurait élaboré un tel dispositif qui fut utilisé lors de la bataille de Syracuse pour incendier la flotte ennemie. Reprenant et perfectionnant certains auteurs grecs qui prétendaient pouvoir reproduire l'exploit d'Archimède, les savants arabes affrontent des problèmes à la fois théoriques et expérimentaux, comme la propagation de la lumière, la forme et la dimension des miroirs, la réflexion des rayons et les moyens de les faire converger. Ibn al-Haytham fait franchir des étapes décisives à toute l'optique en général. Il faudra attendre Kepler, 6 siècles plus tard, pour retrouver des avancées comparables. C'est pour cette raison-là Ibn al-Haytham était à la fois immense, aussi bien en Orient qu'en Occident. Parce qu'on a traduit son livre principal, qui est l'optique, sous le titre Opticae et Thésaurus al-Hazani. Et ce livre d'optique d'Al-Hazan a été la source sur laquelle tout le monde a travaillé au XIIIe siècle et ainsi au XVIe siècle, Kepler par exemple, ou Descartes lui-même au début du XVIIe siècle, etc. La mathématique arabe est indissociable de l'astronomie. Al-Haytham n'est pas seulement mathématicien et physicien, il est aussi astronome. Il va contribuer à critiquer le modèle de Ptolémée sous lequel s'est bâtie toute l'astronomie de cette époque. Avant Ptolémée et bien avant l'arrivée des Arabes, la majorité des civilisations observant le ciel, les Babyloniens, l'Égypte pharaonique, voient la Terre comme le centre du monde. On l'imaginait plate, avec une voûte céleste tournant autour de celle-ci. Depuis le VIe siècle avant notre ère, les Grecs savent que la Terre est ronde. Ptolémée arrive au IIe siècle. Bon, Ptolémée, IIe siècle, c'est le plus grand astronome, le couronnement de l'astronomie hellénistique. Disons qu'après Ptolémée, il y a eu des commentateurs de Ptolémée, mais il n'y a eu aucune recherche en langue grecque. Bon, donc on a Ptolémée, qui est la fin d'une époque, qui a fait la synthèse de tout ce qu'il y avait avant lui, qui a créé ses propres modèles et qui a donc fait quelque chose au milieu du IIe siècle, qui est resté le manuel type d'histoire de l'astronomie. C'est un manuel qui commence par la Terre, ensuite qui donne toutes les observations sur l'horizon, et il prend le Soleil, la Lune, et toutes les astres fixes et tous les autres astres ensuite. Et cet ordre-là sera gardé pour toute la suite. Le modèle de Ptolémée, c'est quoi? La Terre est ronde et immobile au centre de l'univers. Autour d'elle pivote la toile du ciel, avec des étoiles fixes les unes par rapport aux autres, à l'exception de certains objets célestes qui évoluent sur cette toile de fond selon des trajectoires pouvant paraître aberrantes. Nous savons aujourd'hui que la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne, que les anciens appelaient les 7 planètes, composent en fait avec la Terre un système mobile dont le centre est le Soleil, et non la Terre. Leurs trajectoires ne suivent donc pas exactement la rotation de la voûte céleste, telle que la voyaient les Grecs. Les Arabes vont reprendre l'héritage de Ptolémée qui avait commencé à expliquer ces trajectoires aberrantes en élaborant un premier modèle géométrique. Des cercles emboîtés tournent autour de la Terre, auxquels on adjoint des cercles dont le centre n'est pas celui de la Terre, les excentriques, ainsi que des petits cercles dont le centre lui-même est mobile, les épicycles. À partir de Ptolémée autour de 150,
vous avez eu des commentateurs de Ptolémée, mais plus personne n'a fait, on n'a que quelques observations isolées entre le 2e et le 9e siècle. On a donc une pratique de l'astronomie qui avait complètement disparu. Alors lorsque les textes sont traduits au 9e siècle, début 9e, ils ont donc des textes, mais il n'y a plus de pratique. Il faut donc retrouver comment se fait une pratique. L'Almagès est traduit en 825-826. Dès 827, il y a 2 observatoires créés, un à Bagdad, un à Damas, et celui de Damas est avec un plan d'observation continue sur 1 an du Soleil et de la Lune. En astronomie hellénistique, il n'y a pas d'observation continue. Et lorsqu'on prend les observations de Ptolémée, ce sont toutes des observations qui sont ponctuelles. Là, on a des observations continues, et lorsqu'on dit que les observations continues datent de la fin 16e avec Tycho Brahe, je regrette, ça date du 827 à Damas. Les Arabes s'aperçoivent que le modèle de Ptolémée n'explique pas tout. Il va falloir rajouter et rajouter des cercles, qui rendent ce modèle incroyablement complexe, sans pour autant tout expliquer. D'autant plus que les Arabes, pratiquant l'observation astronomique sur des échelles et des durées encore jamais égalées, détectent de plus en plus d'incohérences dans le modèle de Ptolémée. Mais le modèle géométrique mis au point par les Arabes permet de prédire par exemple où sera la planète Mars le 5 mars à telle heure. Ils ont recours aux instruments mêmes décrits par Ptolémée: armille, cadran, règle, gnomon, dioptre, sphère armillaire. Ils ont l'avantage sur Ptolémée de pouvoir mobiliser sur injonction califale des dizaines voire des centaines de chercheurs pendant des semaines, des mois entiers, pour comparer leurs observations sur un très vaste territoire. C'est ainsi que plusieurs siècles avant Tycho Brahe, astronome européen de la Renaissance, les Arabes mettent au point des sextants géants, capables de mesurer la hauteur du Soleil sur l'horizon ou bien sa distance au zénith. Nous pouvons voir un exemple encore debout des sextants arabes dans l'observatoire de Samarcande, construit plus tard selon le même modèle. Il est constitué d'un quart de cercle d'un diamètre de 40 mètres. Ce quart de cercle est situé dans une construction fermée, percée d'un trou où passent les rayons du soleil. Il est composé d'une double rampe de cuivre, graduée de plusieurs dizaines de mètres de long. L'espace entre chaque graduation, soit 35 cm, correspond à 1 degré. Pour lire l'angle du soleil par rapport à l'horizon, il suffisait de trouver le centre de la tache lumineuse sur le cuivre, formée par le rayon du soleil passant par le trou, au sommet de cet observatoire. La science des astres commande des questions d'ordre religieux aussi bien que pratique. L'heure des prières, la direction locale de la Mecque, l'apparition du croissant lunaire indiquant le début du mois de jeûne de Ramadan, mais aussi l'orientation en mer, le calcul de la position d'un lieu. On voit apparaître en Égypte au XIIIe siècle de nouvelles fonctions telles que celle du Muwaqit, astronome chargé de réglementer les heures des prières, ainsi que celle du Mikati, chargé au sens large de la mesure du temps, sans lien direct avec une institution religieuse. Mais l'astronomie continue de se poser aussi des problèmes purement théoriques. La question pratique posée est immédiatement dépassée et qu'on a des études théoriques immédiatement qui n'ont plus aucune application pratique, qui sont simplement par un jeu de recherche. Et par exemple, Thabit Mkora, il prend toutes les orientations possibles de plans. Et il se demande comment arriver à calculer les lignes d'heure sur ces plans, et il fait une étude exhaustive là-dessus. Ça n'a aucun intérêt du point de vue pratique. Quelqu'un qui lui a dit, écoute, moi ce que je veux savoir, c'est où sera l'heure de la prière. Mais il dit, oh, bah, écoute, tu te débrouilles. C'est-à-dire qu'en gros, on a un traité de gnomonique, qui est un traité qui n'a plus aucun intérêt pratique, qui n'a plus que l'intérêt de la recherche. La recherche théorique progresse donc en même temps que s'accroît la durée et l'échelle des observations. Le problème de la visibilité du croissant lunaire, le soir du 29e ou du 30e jour, va provoquer un sérieux ébranlement dans la perfection du modèle de Ptolémée. C'est le problème le plus compliqué de l'astronomie ancienne, car un nombre incroyable de paramètres rentre en jeu. En suivant à la lettre le modèle de Ptolémée, on devrait observer une variation du diamètre de la Lune. Or, bien sûr, les Arabes savaient à l'époque que c'était faux grâce à leurs observations. En étudiant cette question,
Les Arabes s'aperçoivent donc que le modèle de Ptolémée ne marche pas. Un savant exceptionnel illustre le plus brillamment cette époque de synthèse entre les savoirs grecs et les nouveaux matériaux expérimentaux et théoriques des Arabes, Al-Biruni, qui a vécu au XIe siècle. Maîtrisant le persan, l'arabe et le sanskrit, il est l'auteur de 180 ouvrages, dont 35 en astronomie pure. Dans son Kanum al-Mazoudi, il réunit dans le cadre théorique fixé par Ptolémée toutes les données grecques, persanes, indiennes et arabes connues qu'il ordonne, mathématise et reformule. Mais alors, dans un autre coin, ça c'était le Caire, autour du première moitié du XIe siècle, vous avez Ibn Haytham, qui est mort après 1040 à peu près. Hein, bon. Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'Ibn Haytham, lui, n'était pas un observateur. Mais c'était quelqu'un qui avait un mathématicien exceptionnel, un physicien exceptionnel, et qui prend simplement les travaux d'astronomie qui ont été faits jusque-là, et il fait un petit traité qui s'appelle les doutes sur Ptolémée. Et il reprend Ptolémée en fonction de tous les travaux antérieurs, sur les 2 siècles précédents, en langue arabe. Et il voit que Ptolémée ne tient plus. Et effectivement, il donne toutes les incohérences de cette géométrie de l'univers de chez Ptolémée, parce qu'il montre que tout ce système de cercles était incohérent, parce qu'étant donné les mouvements qui doivent exister dans le ciel, on ne peut pas arriver à inclure dans des corps concrets les mouvements imaginés par Ptolémée. Le système de Ptolémée se fissure, mais reste toujours irremplaçable. Il faut des trésors d'ingéniosité mathématique pour continuer de le faire marcher. Au XIIe siècle, plusieurs savants, dont Averroès en Espagne musulmane, mettent l'accent sur les contradictions du système ptoléméen pour en proposer une formulation nouvelle. C'est vers le milieu XIIIe qu'il y a un observatoire qui est créé dans la Marara, disons que c'est le nord-ouest de l'Iran actuel. Et c'est un observatoire qui a été créé explicitement pour arriver à trouver des modèles géométriques qui étaient autres. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est Nasir ad-Din Tousi, qui lui est mort en 1274, c'était le maître d'œuvre de l'observatoire. Alors, il fait un premier traité qu'il appellera Mémoire d'astronomie, et qui est un peu dans le même genre. Mais là où il a quelque chose de capital, c'est qu'il propose déjà un premier modèle qui n'est plus ptoléméen. Al-Tousi reprend une critique du système ptoléméen déjà formulée par Ibn al-Haytham. On observe dans le ciel des mouvements de va-et-vient que décrivent certains astres, et qu'il est impossible d'expliquer par de simples mouvements circulaires, si complexes que soit le modèle. Il prend un grand cercle, un cercle de rayon R sur 2, moitié, il fait rouler le premier sans glissement, à l'intérieur du premier, et chaque point du petit cercle qui roule a comme lieu géométrique un diamètre du grand cercle. Et il le démontre. Si bien que ça lui permet d'intégrer dans les modèles de Ptolémée un système de 2 sphères qui roulent l'une dans l'autre et qui donnent un mouvement alternatif. Et on en arrive à Ibn Shater qui est la fin 14e, et il prend des systèmes d'épicycles multiples. Et tout peut être calculé en termes de mouvements circulaires uniformes. Donc on peut faire une maquette de l'univers. Et d'une certaine façon, Ibn Shater en 1372 réalise bien mieux que Ptolémée lui-même le programme que Ptolémée avait donné au IIe siècle. D'une certaine façon, c'est la perfection du géocentrisme avec la physique ancienne où la Terre est au centre du monde et tout tourne de façon parfaitement uniforme autour d'elle avec des compositions de cercles où tous les mouvements sont centrés sur la Terre. Et ce qui est très intéressant dans le cas, c'est que si vous voulez, toute la géométrie de l'univers telle qu'elle a été faite par Nasir ad-Din, Qutb ad-Din et Ibn Shater est la géométrie de l'univers qui a été reprise par Copernic en 1543. La révolution de Copernic porte une date, 1543. Le Soleil devient alors le centre du modèle géométrique de l'univers. Copernic, lui change l'origine et met le Soleil au centre de l'univers plutôt que la Terre. Mais il garde le mouvement circulaire uniforme, comme les anciens. Il garde le monde organisé en sphères, avec tout le mouvement circulaire uniforme qui reste indispensable. Mais il change l'origine. C'est la seule chose qui change par rapport à l'astronomie ancienne. Et il n'a pas changé la physique, si bien son univers n'est pas assez cohérent. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que toute sa géométrie de l'univers est exactement celle de l'école de Marara. Et lorsqu'on prend tous ces modèles géométriques,
Tous ces modèles géométriques sont ceux d'Ibn Shater, où il a changé l'origine évidemment. Mais le changement d'origine accepté, tous les modèles sont ceux d'Ibn Shater. Grâce à des mathématiques nouvelles, dépassant l'héritage grec, les Arabes ont innové en portant Ptolémée jusqu'au plus haut point de contradiction avec lui-même. C'est par là qu'ils ont préparé la révolution copernicienne et frayé la voie à la renaissance scientifique de l'Europe.